près de 40 à 45% de la population libanaise. Et vous imaginez les dangers démographiques, les dangers économiques, les dangers sécuritaires. On ne peut pas trier tous les réfugiés et savoir qui est un vrai réfugié et qui est un terroriste qui est là pour créer le désordre. Ceci représente un fardeau très lourd pour le Liban. En Europe, là, on voit le mouvement et les problèmes que créent quelques centaines de milliers de réfugiés sur toute l'Europe, sur une population de plusieurs centaines de millions. Et quand on voit 45% de la population au Liban, on imagine le danger. Et donc là, la France aussi doit jouer son rôle pour aider le Liban à résister à ce fardeau. Troisième problème, c'est l'armement de l'armée libanaise. L'armée libanaise combat les terroristes à la frontière avec la Syrie, mais elle est démunie. Il y a eu une promesse de l'Arabie saoudite de fournir des armes à l'armée libanaise par l'intermédiaire de la France. Elle a promis 3 milliards d'euros pour que la France puisse armer cette armée libanaise. Ça fait 2 ans déjà et on attend toujours. Cette promesse n'a jamais eu lieu. Et donc là, je fais allusion aussi à ce que Patrick disait tout à l'heure. C'est un petit peu perplexe quand on sait que l'Arabie saoudite elle-même finance les terroristes et puis promet aussi de financer l'armée libanaise qui résiste contre ces terroristes-là. Et là, on peut comprendre pourquoi cette promesse n'a pas abouti. Dernier point, je voudrais rappeler aussi le sort de 2 prélats d'Alep qui sont toujours enlevés et qu'on n'a pas de nouvelles d'eux depuis 2 ans. Il s'agit de 2 évêques, Yohanna Yazigi et Yohanna Ibrahim et Boulos Yazigi, le frère de l'archevêque, du patriarche orthodoxe en Syrie. Donc aussi, on a une pensée forte pour ces 2 prélats et on souhaite qu'ils soient libérés le plus rapidement possible. Mon dernier message, c'est que le Liban est le dernier rempart contre le terrorisme et pour la protection des chrétiens d'Orient. Donc il faut que nous soyons tous vigilants pour le défendre. Merci beaucoup. Depuis qu'il a découvert en 2010 les milliers d'enlèvements de filles mineures chrétiennes, égyptiennes, par les islamistes, il combat le fanatisme, défend la démocratie et mène le combat de la liberté religieuse. Jean Maher est secrétaire général de la Credo, président de l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Merci. Je suis censé parler que de l'Égypte, mais permettez-moi de parler 2 mots sur la Credo. La Credo a été créée le 27 septembre 2013 et c'est suite aux incendies de 100 églises égyptiennes. Et à cette époque-là, il était prévu une frappe franco-américaine contre l'armée syrienne. Et si elle avait eu lieu, il n'aurait pas eu un seul chrétien parce que les djihadistes n'attendaient que ça. Je voudrais dire qu'en très peu de temps, les réalisations des credos sont extraordinaires. Très vite, nous avons eu 130 députés de droite comme de gauche qui nous ont soutenus. Et nous étions très surpris. Très vite, nous avons réussi à faire créer au sein de l'Assemblée nationale un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. Et très vite également, un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient au Sénat. Valérie Pécresse et Bruno Retailleau au Parlement et au Sénat. Nous avons réussi également à faire créer au Parlement européen un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient qui est présidé par Michel Alliot-Marie. Patrick Caram vous a parlé de la RATP. Donc vous voyez comment on a réussi à voir en public, ce n'était pas pour humilier la RATP, mais c'était pour dire nous ne laisserons pas un précédent
où une institution française traite à égalité les massacreurs et les gens qui souffrent. Donc il n'était pas question de laisser les chrétiens d'Orient à égalité avec Daesh. Et donc ils ont été obligés, mais ça a été très bien fait, de publiquement dire nous avons commis une erreur de communication et c'était une grosse erreur de traiter Daesh comme les chrétiens. Je pense que aussi avant 2 ans, la Credo a été sélectionnée par le Parlement européen pour le prix de Zakharov. C'est un prix qui est décerné pour les ONG qui travaillent pour la paix et pour le respect des droits humains. On ne l'a pas obtenu, mais c'est très rare qu'il y ait une ONG qui soit sélectionnée avant même pas 2 ans de sa création. Et puis je pense qu'une grande œuvre que Patrick a mentionnée, nous avons réussi à amener Daesh à la Cour pénale internationale. Nous sommes les seuls à les avoir amenés à la Cour pénale internationale après un veto russe et chinois au Conseil de sécurité. Il n'y avait pas d'autre solution. Ou le Conseil de sécurité, ou un État membre, donc la France n'avait plus le faire, ou bien le président de la Cour, qui n'était pas nécessairement susceptible de le faire. Nous l'avons fait en septembre 2014, et en janvier 2015, nous avons reçu une lettre du procureur en disant « Nous allons traiter le dossier, ça va être long, mais nous l'avons traité. » Voilà. Et je pense que si vous vous trouvez aujourd'hui aussi, ici, c'est parce que, à l'initiative de Patrick, qui a travaillé avec Claude Goasguen, c'était dans le mois d'avril-mai, le premier rassemblement devant les mairies. Nous sommes aujourd'hui à la mairie, c'est le 7e rassemblement par les différentes maires. Donc je ne vais pas les énumérer, mais ça s'est succédé avec une motivation extraordinaire. Donc je voudrais tout simplement remercier Patrick parce que c'est notre moteur et je vous demande vraiment de l'applaudir. Et je demande aussi à Samia, son épouse, qui le soutient. Et il faudrait vraiment être reconnaissant pour ce couple. Et je demande que Dieu les protège. Voilà, c'était pas prévu, mais je ne pouvais pas voilà. Moi, je devais parler de l'Égypte. Est-ce que je peux le faire encore? 1 minute sur l'Égypte? Oh là, moi, j'aurais pas dû parler des credos, là. Bon, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que l'Égypte va bien. Contrairement à ce qu'on entend. L'Égypte, c'est un miracle qui s'est produit. L'Égypte l'a échappé belle. L'Égypte allait avoir un massacre comme celui que les Syriens et les Irakiens ont vécu. Les chrétiens égyptiens sont 15 millions sur 90 millions. Le terrorisme est né en Égypte, 1928, par la création des Frères musulmans. Comme réaction à la fin de l'Empire ottoman en Turquie, 1923, déclaré comme pays laïque, avec un peu en imitation à ce qui se passait en France. Laïcité en Turquie a ramené les Frères musulmans 5 ans après, en 1928. Et ils n'ont pas lâché. Donc depuis 1928, ils attendaient. Ils ont eu le pouvoir. Après ce qu'on a dit l'hiver arabe, janvier 2011, ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir parce que l'Occident l'a bien voulu, parce que l'administration Obama américaine l'a voulu. Et le peuple égyptien le sait très bien. Donc aujourd'hui, ils reprochent à l'administration américaine ce qu'ils ont fait. Et ça n'a pas duré, parce qu'au bout d'1 an, le peuple égyptien s'est réveillé. Et il y avait 30 millions, on parle de 20, 25 millions, plus de 20 millions qui étaient dans les rues. Et vous n'avez pas entendu parler, je pense. Donc Morsi, qu'on appelle le premier président démocratiquement élu en Occident, il était fraudement élu. Et donc c'était le 30 juin 2012. 6 mois, ça n'a pas duré plus que 6 mois, et le peuple égyptien, chrétien et musulman, ensemble, ils ont bien planifié le 30 juin 2013
qui sont sortis ensemble, qui ont dit les frères musulmans n'en veulent plus. C'est terminé. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Nous avons la chance d'avoir un président, présidence ici, et non pas maréchal, hein, parce qu'on dit coup d'État militaire. Ce n'est pas un coup d'État militaire, c'est une volonté du peuple. C'est 25 millions ou 30 millions qui ont dit c'est ou les frères musulmans ou la deuxième force, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait que les militaires. Donc ils ont fait appel aux militaires pour qu'il y en ait un qui se lève. Il a eu le courage, parce qu'il aurait pu perdre sa vie, pour dire à M. Morsi, dehors. Comme 2 ans avant, Tantawi, le ministre de la Défense, avait dit à Moubarak, dehors, il y a 4 ou 5 millions dehors qui sont là, vous ne pouvez pas rester. Sauf qu'on a appelé janvier, le printemps arabe, la révolution égyptienne, mais on a appelé le 30 juin 2013, coup d'État militaire. Donc faux. L'Égypte, donc, l'a échappé belle. L'Égypte, aujourd'hui, les chrétiens appellent leur président un cadeau du ciel. Et je pense que c'est vraiment presque vrai. Et j'ai lu dans un article dans Valeurs Actuelles qui disait c'est peut-être pas seulement un cadeau du ciel pour les Coptes, mais peut-être aussi pour la région et peut-être pour la France. Alors, il y a eu plusieurs gestes, et je ne vais pas être plus long, mais il y a eu des gestes historiques. Le président Sissi était le premier qui est allé à la messe de minuit pour féliciter les Coptes. Il n'a même pas prononcé le mot copte, mais pendant la messe, il est allé là pour dire « c'est mon devoir, vous êtes égyptien, c'est votre fête, et c'est mon devoir de venir vous féliciter ». C'est le premier gouverneur musulman depuis l'introduction de l'islam 1400 ans qui fait un tel geste. Il y avait des présidents qui venaient la veille, le lendemain, qui envoyaient des délégués, mais jamais un qui est allé pendant la messe de minuit pour dire « je vous félicite pour votre fête ». Deuxième élément très important, et je vais peut-être en terminer là, il est allé à l'Azhar. Al-Azhar, c'est une institution, la plus haute autorité sunnite, musulmane sunnite, qui a 10 siècles d'existence, et beaucoup, et peut-être même la majorité des imams dans le monde musulman sunnite viennent là pour prendre leur diplôme de théologie en islam et reviennent dans leur pays pour devenir des imams. Donc il les a rassemblés en décembre l'année dernière pour leur dire nous sommes responsables de l'idéologie de haine. Ça fait des centaines d'années qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, nous en sommes responsables. Et il a dit à Imam El-Tayyeb, que Patrick Karam et moi nous avons bien rencontré, qui est un homme formidable, Dieu vous regarde, vous avez un devoir. Il faut qu'on s'en débarrasse de cette idéologie de haine. Il faut que le discours religieux dans les mosquées soit changé, réformé. Il faut une révolution religieuse. Je ne pense pas qu'il y en ait dans le monde musulman un autre leader qui ait pris cette initiative vis-à-vis des chrétiens et qui a pris cette initiative vis-à-vis de cette idéologie de haine. Donc nous en sommes reconnaissants et on a une constitution qui est extraordinaire, qui a remplacé une constitution islamiste de Morsi, et aujourd'hui c'est une constitution basée sur la citoyenneté, l'égalité entre tous les citoyens et surtout le rôle de la femme dans la société. Donc nous traversons une période d'espoir et la construction de la vraie démocratie. Voilà ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. C'est un message d'espoir que je voudrais vous laisser. Merci. Je demande à Bishoy Awad de venir. Je vais peut-être monter pour que vous me voyez. Pardon? Je reste là. Ah, d'accord. Alors, Bishoy est né en Égypte. Il a étudié la civilisation grecque antique. Et après une formation en musicologie à la Sorbonne et au Conservatoire de Paris, il est aujourd'hui professeur, compositeur et chanteur. Et il a accepté que ce soir, il partage avec nous un chant copte. La langue copte est la langue des pharaons, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, mais tout simplement écrite en alphabet grec. Donc Bishoy va vous expliquer
le chant qu'il va présenter. Monsieur le maire, chers tous, bonsoir. Monsieur Jean Maire, je vous remercie de l'invitation. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Et parmi les messes que Saint Grégoire le Grand avait composées ou écrites pour l'Église copte on a adopté une seule. Et voici un extrait. Seigneur, pardonne-nous nos péchés qu'on a fait de notre propre volonté et en dépit de notre gré, consciemment et inconsciemment, les péchés visibles et invisibles, pardonne-les.